Voilà. Et puis donc, je vais introduire rapidement ce webinaire, déjà pour vous saluer toutes et tous et vous remercier pour votre participation et bienvenue donc à ce webinaire donc intitulé Le pouvoir des liens, comprendre et agir pour renforcer nos connexions sociales. On est ravis d'organiser ce nouveau webinaire donc pour la Fédération française pour les liens sociaux que je représente. Donc, je suis Arnaud Gouliat. Donc, je suis cofondateur de cette association, donc créée finalement assez récemment aussi. Là, je suis ravi de vous accueillir ce soir donc pour un échange qui, je l'espère, vous inspirera autant qu'il vous donnera des clés concrètes pour renforcer les liens sociaux. Et donc, on a vraiment le plaisir, je suis ravi d'accueillir Robert Zueli, qui est psychologue, qui est expert en développement des connexions humaines et qui est cofondateur de Work Well Together, qui est basé au Canada, c'est important quand même de l'indiquer. Donc, il est en direct du Canada. Robert, alors c'est aussi l'auteur d'un livre que je vous conseille vraiment vivement, qui s'appelle Le pouvoir des liens. Voilà, et donc, je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être en inversé, donc c'est pas forcément l'idéal, mais ça s'appelle Le pouvoir des liens. C'est un ouvrage qui met en lumière l'importance fondamentale des relations humaines dans notre équilibre, qu'il soit individuel mais aussi collectif. Et je vous recommande à nouveau, voilà, chaleureusement ce livre que vous pouvez trouver assez facilement. Il aborde de façon vraiment très pédagogique les sujets qu'on va évoquer ce soir. Et dans un monde finalement où la solitude et l'isolement prennent, je trouve, de plus en plus de place, comprendre les mécaniques, les mécanismes qui renforcent l'isolement et qui favorisent des liens solides et authentiques me paraît, moi, essentiel. Voilà, et donc, ce webinaire, c'est l'occasion d'explorer les plusieurs questions qu'on va aborder ce soir. Pourquoi les liens sociaux sont essentiels pour notre santé? Quels sont les obstacles qu'on peut constater aujourd'hui à la création de relations authentiques et durables? Comment, en tant qu'individu, organisation ou collectif, on peut agir pour renforcer nos connexions? Donc, c'est un moment d'échange, voilà, qu'on espère avec vous, qui sera aussi l'occasion de partager des outils, des pratiques que vous pouvez potentiellement demain déployer aussi, je l'espère, dans votre environnement et dans votre organisation. Alors moi-même, je serai l'animateur, voilà, de ce webinaire. Je serai aussi le modérateur, donc je vais noter au fur et à mesure toutes vos questions, voilà, que je vous invite à déposer au fur et à mesure de l'avancée de ce webinaire dans le chat. Simplement nous écrivons un petit message plus simple. Je me ferai un plaisir donc, de relayer vos questions à Robert tout au long de la session. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Avant de laisser la parole à notre intervenant, un dernier mot. Donc, ce webinaire, il s'inscrit pleinement dans les missions de notre association, donc la Fédération française pour les liens sociaux. Si vous souhaitez aller plus loin et agir avec nous pour renforcer les connexions humaines, on vous invite à nous rejoindre tout simplement, à prendre contact avec notre association et voilà, on peut tout à fait envisager d'autres événements à vos côtés, mettre en place des actions concrètes, c'est aussi nos missions sur le terrain. Porter aussi, et c'est l'enjeu de notre démarche, c'est porter un plaidoyer fort et puissant pour replacer le lien social au cœur des priorités, notamment de politique publique, et il y a vraiment à faire. Et donc, pour nous soutenir ou en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur notre site web, donc nosliens.fr, sur lequel vous vous êtes inscrit, ou à me contacter, vous pouvez nous contacter directement. Et maintenant, sans plus attendre, donc je vais laisser la parole à Robert. Et voilà, je vais peut-être dans un premier temps, parce que c'est peut-être comme ça qu'on peut démarrer. Je sais que Robert se définit souvent avec 3 mots. Je vais laisser la parole à Robert, peut-être en nous précisant voilà, qu'est-ce qu'il met derrière ces 3 mots. C'est une manière d'entamer. Avec plaisir, Arnaud, et je te remercie pour ton invitation. La cause qui est la vôtre, de votre fédération, nous tient à cœur, tu t'imagines bien, sinon on ne s'appellerait pas Work Well Together. Et quand je me présente, c'est vrai que je peux être tenté d'utiliser parfois 3 mots qui sont simples, qui sont relation, émotion et transformation. Pourquoi relation? Parce que très tôt, mais vraiment très tôt, j'étais tout petit, j'ai compris qu'on existait à travers les relations aussi,
on ne peut pas exister seul. Et donc, la relation était fondamentale pour moi très tôt. Émotion parce que j'ai perdu un parent quand j'étais très jeune, à l'âge de 13 ans, et ça générait bien sûr beaucoup d'émotions. Et je me suis rendu compte que l'absence créait de l'émotion, l'absence de l'autre dans la relation, mais que même quand il était présent, il était aussi créateur d'émotions. Et j'ai compris que nos émotions jouent un rôle central dans nos relations. Et puis transformation, parce que quand on applique cette approche, et j'ai fait 20 ans d'études et recherches sur le sujet justement de l'émotion et de ses impacts dans la relation, quand on appréhende ce sujet, on est en capacité de transformer les relations, de transformer les collectifs pour à la fois préserver la santé mentale des personnes. Et puis, quand on est dans le monde de l'entreprise aussi, avoir conscience qu'un collectif crée de la valeur, et c'est préserver cette création de valeur pour qu'un groupe, une collectivité devienne ou développe sa performance. Donc vraiment, ce sont trois mots-clés, trois piliers qui m'ont nourri beaucoup ces 20 dernières années. Alors évidemment, j'ai 60 ans, on pourrait dire, tu as attendu longtemps pour concrétiser tout ça. Je le sais, Arnaud, mais il m'a fallu de très longues années pour modéliser tout ça. Puisque ce que je vais vous partager, c'est pas le fruit d'un sujet où je me suis dit, tiens, il y a 6 mois, c'est marrant, mais la relation, on n'en parle peut-être pas tant, de l'impact des émotions non plus dans la relation, tu devrais t'y intéresser. Ça fait 20 ans que j'ai commencé à produire ça, parce que j'ai vu de la souffrance dans les entreprises. Et en 20 ans, pour résumer, j'ai développé 3 modèles théoriques sur ces sujets-là, une dizaine d'ouvrages en France et à l'étranger, et puis développer Work Well Together comme point d'orgue de cette concrétisation d'une approche scientifique que je vais essayer à travers peut-être des échanges un peu didactiques, mais vraiment sentez-vous à l'aise pour, comme tu l'as dit Arnaud, à m'interrompre si vous avez des questions ou des commentaires. Vraiment, pour moi, c'est précieux qu'on soit dans la relation, en fait, même si on est à distance. Donc, pour ça, je vais partager un écran qui nous servira de guide, un document. Arnaud, tu me dis si c'est bien présent à l'écran. Et puis, comme tu l'as présenté, c'est bien visible? Pas encore, Robert. Je sais pas si Pas encore. tu as Tu activé sais, il faut pas le. traverser l'Atlantique. Oui, oui. Ouais, c'est Moi, ça peut-être me dit ça que aussi. ça me dit que c'est en train de se partager. Ah, Ah, bah, c'est vrai. j'ai un message d'erreur, donc je vais relancer le partage. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, ce sont les caractéristiques Les, du direct. les aléas du Bien. direct. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, je recommence. Euh, donc, on est là pour parler ensemble du pouvoir des liens, afin peut-être d'essayer de comprendre et de savoir comment on peut agir pour renforcer nos connexions sociales. Ça, tu l'as dit tout Parfait. à l'heure. C'est bon? Le partage est visible Oui, à l'écran? c'est parfait. Bon. Bon. Alors, il y a 3 points qu'on va aborder. En quoi les liens sociaux sont un levier essentiel, tu l'as dit, pour notre santé mentale et notre épanouissement. Est-ce qu'il y a des freins à la création de relations authentiques et durables? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, est-ce que les organisations sont en capacité d'agir, que ce soit individuellement ou collectivement, pour changer les choses et faire en sorte de renforcer ou de contribuer à renforcer les connexions sociales? Sachant que j'ai rarement entendu, je ne sais pas toi ou vous, mais j'ai rarement entendu une entreprise qui m'ait dit en tant que mission, nous sommes là pour renforcer les connexions sociales. C'est pas ça le but d'une entreprise. Mais c'est un levier extrêmement puissant pour peut-être autoriser à l'entreprise de réaliser sa mission. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi les liens sont un levier? Il y a 3 sujets qui m'ont paru importants de rappeler pour poser un peu un constat. C'est cette étude qui explique en quoi le lien social, au fond, est une barrière qui nous protège et qui nous protège de quelque chose de phénoménal, puisque ça réduit, quand on crée des liens sociaux forts, un risque de mortalité à 50% par rapport aux personnes qui sont isolées. Tu parlais de solitude. Oui. La solitude, malheureusement, elle tue aussi. Euh, et c'est loin d'être neutre. Évidemment, je ne parle pas de la solitude qu'on recherche parce qu'elle construit, elle fait partie de notre vie en termes d'isolement, peut-être de quête spirituelle, mais la solitude qu'on subit,
elle est destructrice, malheureusement, et elle a un impact sur notre espérance de vie, au fond. Une étude d'Harvard qui a mené cette étude sur vraiment une très longue période et qui explique que finalement, cette qualité de relation est un facteur de longévité. Donc vraiment, il y a une corrélation entre qualité relationnelle, ce qu'on est capable de construire avec notre écosystème et notre espérance de vie. Donc si on veut vivre longtemps, vivons nombreux peut-être, en relation avec les autres. Et puis, troisième chiffre, ou troisième indicateur, c'est que l'OMS considère que la santé mentale est vraiment corrélée au soutien social. Et ça veut dire que, en fait, la relation est une ressource en matière de santé mentale. Je répète ça, c'est important de le comprendre, la relation est une ressource. Alors, quand on n'a pas cette ressource à disposition, peut-être qu'on souffre de solitude et ça nous affecte, mais c'est pas parce qu'il y a une relation qu'elle est forcément une ressource favorable non plus, et c'est ça qu'on a du mal parfois à appréhender ou anticiper. Tu as eu la gentillesse de parler de mon Oui. livre, Le pouvoir des liens, et je t'en remercie. Si je l'ai écrit, c'est parce qu'effectivement, tu as compris que mon intention, c'est de défendre l'idée qu'au fond, tout se joue dans la relation. C'est ce que je raconte à mes interlocuteurs, en entreprise notamment. Imaginons, Arnaud, que nous travaillons ensemble. Toi et moi, on est probablement très compétents dans nos domaines, mais si on ne s'entend pas, ça va être compliqué d'avoir du plaisir à travailler ensemble. Et on risque de développer des relations dysfonctionnelles qui peuvent à terme même altérer notre envie de venir travailler, notre engagement, notre motivation et parfois même notre santé mentale. Malheureusement, je crois que nombreux parmi nous l'ont vécu, ça, la détérioration de notre engagement dans une prise quand nos relations sont vraiment dysfonctionnelles. Et c'est vraiment ça, parce qu'au fond, nos émotions sont le langage de nos relations. Et on nous a jamais appris ça. Il n'y a pas eu de manuel écrit pour nous permettre de décoder ce langage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Alors néanmoins, j'affiche une définition que je vous laisse lire. C'est pas forcément utile que je vous la lise. Mais ce qui est important, c'est que je rappelle que la relation correspond à ce tissu relationnel qui permet vraiment pour chacun d'entre nous de considérer qu'on appartient à un collectif. Que ce collectif peut être une ressource, qu'elle nous permet d'exister et d'interagir et d'apporter aussi aux autres. C'est ça la définition du lien social. Alors, vous pourriez me dire, mais Robert, pourquoi toi, tu considères que les liens sociaux, tiens, c'est marrant, je vous ai dit lion, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce lapsus probablement. Pourquoi les liens sociaux sont à appréhender sous l'angle émotionnel? Je vais le faire tout de suite. J'ai fait ce lapsus avec le lion parce que très souvent, quand je parle de l'émotion, je dis l'émotion, c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Mais on ne nous a pas donné les règles du jeu. On ne sait pas comment ça fonctionne. Donc certains, qu'est-ce qu'ils font avec ce lion? Ils le mettent dans une cage, ils recouvrent la cage en ayant pris soin de la verrouiller et ils disent aux autres, je gère. Voilà, mes émotions, je les gère. Et puis il y a ceux qui, à l'opposé, laissent le lion gambader. Et parfois, ce lion, il a des comportements qui peuvent surprendre et ce lion peut mordre, voire blesser l'autre. Et puis, il y a d'autres qui savent faire de ce lion un allié. Et on en est tous là, à essayer de s'en sortir avec le lion. Mais quand il y a une relation, en fait, ce sont deux lions qui se rencontrent. Et comment fonctionnent nos lions quand nous nous rencontrons? C'est tout ça que j'ai essayé de formaliser à travers mes modèles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien avec une personne? J'explique aussi que l'émotion est l'oxygène de la relation. Et vous savez, quand il y a peu d'oxygène, ça veut dire que la relation risque d'être appauvrie. On a du mal à respirer. Vous savez, il y a des gens avec lesquels on se sent oppressé dans la relation et on ne sait pas dire pourquoi. En fait, chaque relation, on pourrait considérer qu'elle a sa propre coloration émotionnelle et c'est ce que nous verrons, c'est que chaque relation en soi, quelle qu'elle soit, de quelque nature, possède sa propre signature émotionnelle. Ça veut dire que chaque relation a son identité et que cette identité conditionne la manière dont la relation peut se comporter et évoluer entre deux personnes, mais aussi entre plusieurs personnes au sein d'une équipe.
Ensuite, j'explique que la qualité du lien, c'est une équation en tant que produit de nos interactions émotionnelles. Il faut bien avoir conscience que la relation, c'est une co-responsabilité. Euh, et quand je dis une co-responsabilité, c'est-à-dire que si tu m'autorises, Arnaud, je reprends l'exemple où nous serions des collègues de travail, et imagine que je t'apprécie pas. Évidemment, c'est de la pure fiction, mais imaginons que je ne t'apprécie pas, je pourrais être tenté de dire, bah oui, mais Arnaud, de toute façon, il n'écoute pas. Quand je lui envoie une info, il me dit pas qu'il a eu, je ne sais pas comment il l'a utilisée et transmise, et puis en fait, je vois bien qu'il ne me fait pas confiance. Imagine bien que si j'étais capable de dire ça concernant notre relation, je serais en train de t'accuser et je serais en train de considérer que tu es le seul responsable de ce dysfonctionnement. Malheureusement pour moi, ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas vrai. J'aurais une part de co-responsabilité dans cette dégradation de la relation entre nous. Et c'est ça qui me paraît important, c'est de resituer la relation dans ce champ mutuel de la co-responsabilité. J'ai une petite formule, c'est-à-dire que la relation, en fait, elle inclut la perception que l'autre a de nous, mais aussi la perception que nous avons de l'autre. Donc, on pourrait dire que la relation, c'est la perception de l'autre fois deux, mais que cette équation de la perception de l'autre au carré, elle peut être plus ou moins positive ou négative. Si j'apprécie quelqu'un, cette relation va être agréable. Si je l'apprécie pas, elle va être inconfortable. Et puis, parfois, il y a des relations qui se développent et qui sont toxiques parce qu'il y a justement ce déséquilibre dans la relation. Imaginons que moi, je te trouve sympathique, mais qu'au fond, toi, tu ne me trouves pas sympathique. Probablement que cette relation pourrait devenir toxique pour moi. Je parle plutôt de relations toxiques que de personnes toxiques. En tant que psychologue clinicien, j'ai dû rencontrer 2 personnalités très particulières qui étaient génératrices quasiment avec tout le monde de relations toxiques. Mais c'est vraiment très rare. C'est ça qui est intéressant quand on découvre que la relation est le fruit de nos interactions émotionnelles. C'est que certaines personnes sont perçues comme toxiques par d'autres, alors qu'elles ne le sont pas avec d'autres encore dans un autre environnement. Et puis, troisième point, c'est que au fond, quand on construit une relation, si on considère que nos émotions sont au cœur de la relation, parce que qu'est-ce qui fait que je me sens bien avec quelqu'un? C'est que j'ai des relations agréables. C'est que l'émotion qui est suscitée est peut-être de la joie, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai de la satisfaction, peut-être même je suis fier de rencontrer cette personne, donc je vais être dans la joie, mais je peux être dans une forme de protection, de précaution avec la personne, parce que je ne sais pas si je peux lui faire confiance, je ne sais pas si elle va me respecter, je ne sais pas si elle va me considérer légitime. Et là, vous voyez, c'est une autre émotion chez moi, c'est la peur. Puis, je peux considérer que cette personne, quand elle m'a accueilli, elle m'a pas dit bonjour dans les yeux, qu'elle m'a mal présenté, qu'au fond, elle est désagréable. Et je trouve ça vraiment anormal. Et vous voyez que là, c'est ma coloration émotionnelle, moi, c'est de la colère. Et puis, si vraiment je discute avec cette personne et que je suis pas sûr de moi, que tout ce qu'elle me dit fait que je me sens pas légitime, que même je me trouve probablement un peu honteux, ben là, c'est la tristesse comme émotion qui va donner cette coloration à la façon dont je vis ma relation. Mais ce n'est pas mon émotion qui prédomine dans notre relation, ce sont nos émotions qui interfèrent. Et là, pourquoi je dis que la raison est au service de nos ressentis? Parce que quand je ressens une relation, c'est bien l'émotion qui agit, et la raison, elle me sert à légitimer ce que je ressens. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple, Arnaud, tu vas dire que j'insiste, hein, mais je vais y arriver, probablement à faire que notre relation dysfonctionne. Mais si je te trouve sympathique, je vais aller chercher dans les faits des événements qui donnent raison à ce ressenti. C'est-à-dire, je vais dire, bah oui, mais c'est vrai, la semaine dernière, il devait m'appeler, il ne m'a pas appelé. Pourquoi? C'est bizarre. Si je te trouve sympathique, je vais être beaucoup plus indulgent avec toi. Et ça veut dire que dans la relation, ce que nous ressentons de l'autre, ce n'est qu'une perception, comme je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas parce que nous le ressentons que c'est forcément vrai, que c'est forcément la réalité. Et d'ailleurs, tous les conflits que je rencontre dans les organisations sont liés à ce facteur. C'est que si j'impose mon ressenti aux autres en considérant que c'est la réalité commune, si d'autres ne sont pas d'accord, ça crée des conflits.
C'est vraiment une loi. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans l'ouvrage, c'est une illustration qui sort de l'ouvrage, c'est qu'il m'a paru important de délimiter ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé les territoires émotionnels, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on ne fait pas tellement la différence quand on ressent quelque chose dans notre relation avec quelqu'un. Est-ce que c'est une émotion, une sensation, un sentiment, un état, un ressentiment? Est-ce que c'est un ressenti? On ne nous a jamais appris à déterminer quels sont ces territoires émotionnels et quelles influences. Alors, si je parle de sentiments, ça peut être la fierté. Si je parle de sensations, ça peut être le malaise. Si je parle ou le plaisir. Si je parle d'émotions, on les a évoquées, les 4 émotions. Si je parle d'état, ça peut être la fatigue ou l'irritabilité. Si je parle de ressentiment, ça peut être la gêne ou la haine, pardon, ou la jalousie. Donc, vous voyez, tous ces territoires-là, ils sont pas clairs. Et donc, quand on n'a pas clarifié ce que nous ressentons, c'est difficile d'en parler. Alors, les freins. Peut-être, Robert, j'avais peut-être une petite question Je t'en prie, à te je poser t'en prie, sur puisque cette première partie. c'est vrai que Bah oui, j'enchaîne, je vais vite, hein, donc n'hésite pas à m'interrompre, bah, ouais. parce que j'ai Non, mais c'est toujours ce que envie je de vais dire essayer de beaucoup faire. de choses sur ce Bah, en sujet. fait, Vas-y. j'avais peut-être une question parce qu'en fait, j'entends bien dans ton propos on va dire l'importance des liens sociaux. Mhm. En revanche, ce qui m'étonne, c'est finalement le constat que je peux faire moi-même, c'est le manque de considération de ce sujet à la fois dans les organisations, puis plus largement dans la société. C'est vrai qu'on a plutôt la perception que le sujet est pas priorisé. Je sais pas comment tu te l'expliques, toi. Dans ton propos, j'entends aussi une certaine difficulté qui est peut-être individuelle d'aller sur ces sujets-là, finalement. C'est pas simple, j'ai l'impression, Non, parler des c'est pas simple. émotions, etc. Comment tu t'expliques, en tant que psychologue, finalement, ce manque de considération des liens sociaux? J'ai évoqué tout à l'heure que quand j'ai commencé à appréhender le sujet, je l'ai fait à travers l'expression de la souffrance en environnement professionnel. Et je me suis rendu compte que chacun d'entre nous, on a beaucoup de mal à nommer notre souffrance. Elle est faite de quoi? Parce que nommer la souffrance, c'est de la rendre encore plus réelle. Et on n'a pas envie de ça quand on souffre. Et puis, quand on fait référence aux 4 émotions, moi j'en cite pas 5 ou 6 parce que pour certains de mes confrères disent que le dégoût est une émotion, pour moi c'est une sensation et elle peut être attachée à la peur ou à la colère. La surprise est un état, peut être attachée aux 4 émotions. Donc il y a vraiment que ces 4 émotions. Mais forcément, quand on souffre, le vécu émotionnel est très inconfortable. Très inconfortable et ça nous renvoie à des choses intimes. Et qui a envie de parler de son intimité? Qui a envie d'accueillir l'intimité de l'autre quand on est en souffrance? On n'est pas préparé à ça. On n'est pas formé à ça. Moi, combien de fois j'ai entendu des dirigeants d'entreprise ou même des RH me dire, attends, Robert, moi, je vais pas accueillir les états d'âme de tout le monde. Je suis pas assistant social. C'est pas mon job. Mais c'est pas parce qu'on les accueille pas que ça n'existe pas. Et c'est ça qui m'a paru important d'adresser, c'est-à-dire d'être en capacité de nommer tous ces éléments-là à travers des choses simples qui dédramatisent un peu la situation, parce que la souffrance ne veut pas dire drame systématiquement. On peut souffrir de petites choses, mais bien sûr, quand elles perdurent et qu'elles s'installent, elles peuvent devenir dominantes et envahissantes. Donc là, ça devient une souffrance insupportable. Mais la petite souffrance, c'est comme le petit plaisir. Il y a des petits plaisirs quotidiens, c'est un sourire, c'est partager un café. Ben, il y a des petites souffrances quotidiennes, c'est l'autre qui nous salue pas alors qu'on lui a dit bonjour, c'est lui qui fait comme si il n'avait pas pris en compte notre sujet alors qu'il doit le présenter à la direction. Ah, tout ça, c'est des petits déplaisirs, entre guillemets, mais qui sont constructeurs de souffrance à terme. Et donc, ça fait de tout cela un sujet tabou. Et en même temps, on se dit, parce que ça fait partie du bon sens, mais attends, gérer une relation, c'est quand même pas compliqué, non? Tu sais y faire. Voyons, Arnaud. Pour créer du lien, bah, faut être sympa, ouvert, respectueux. Tout le monde a le sentiment de savoir le faire. Donc, on considère qu'on n'en a pas besoin. Mais quand on le modélise et qu'on est capable de transcrire ça dans des modèles à la fois théoriques puis comportementaux, on se rend compte des dégâts que ça peut faire et qu'il est temps d'agir en quelque sorte. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, parfait. Alors, Alors, du coup, oui, on peut peut-être évoquer, oui, voilà, tu nous amènes finalement aussi aux obstacles, aux difficultés qui peuvent s'installer vis-à-vis de ces liens mais sociaux. Comment tu les analyses?
En fait, les obstacles, je t'ai dit, c'est parce qu'on méconnaît en fait ce qu'est la relation. On n'a jamais posé des mots précis. Et donc, on ne sait pas que la relation, bah, elle fonctionne comme elle a des propriétés chimiques qui fait que, tu sais, on parle de chimie de la relation. On parle d'atomes crochus, donc tu vois bien le référentiel scientifique qu'on met derrière ça, mais sans l'avoir jamais nommé. Et c'est le travail qu'on a fait en disant qu'au fond, la chimie relationnelle, ben, c'est 5 propriétés qui conditionnent la qualité du lien social. La première, je dis souvent, c'est l'entente immédiate. C'est cette affinité chimique qui sont vraiment toutes ces 5 propriétés en noir, c'est écrit un peu en petit, mais ce sont vraiment des vraies propriétés chimiques dont on peut faire la transposition dans le monde de la chimie relationnelle. Mais l'entente immédiate, tu sais, c'est la capacité qu'on a quand on parle avec quelqu'un de se comprendre instantanément. Pas besoin de reformuler, c'est clair. Ensuite, il y a l'alignement des valeurs, parce que nos émotions conditionnent la manière dont nous allons investir certaines valeurs. Si je suis dans la colère, je vais plutôt investir des valeurs de justice, d'équité, de respect, de reconnaissance de l'autre. Si je suis dans la peur, ça va être plutôt d'engagement, d'honnêteté. Par exemple, je ne suis pas exhaustif. Hein. Si je suis dans la joie, ça va être plutôt du plaisir, de la satisfaction au travail, de la reconnaissance, etc. Si je suis dans la tristesse, ça va être des valeurs de soins et d'attention apportée à l'autre, de respect, de remise en question. Donc, tu vois, tout ça, c'est des valeurs très différentes. Et si on est très éloigné, ben, ça peut rendre un peu compliqué cet alignement des valeurs. Ensuite, il y a la complémentarité, c'est simple, c'est est-ce qu'on s'apporte mutuellement des choses ou pas. C'est pas très grave comme impact, mais ça, s'il y a une très forte complémentarité, elle peut se traduire parfois par de l'opposition presque. Et puis après, il y a la complicité. La complicité, autant dans l'entente immédiate, je disais tout à l'heure, c'est la capacité de comprendre quand on se parle. La complicité, c'est la capacité de se comprendre sans avoir besoin de se parler. Donc ça crée de la connivence dans la relation. On capte l'autre et on sait s'ajuster mutuellement très facilement. Et puis le dernier, c'est l'harmonie relationnelle. C'est un des critères qui conditionne au plan chimique le fait que les relations peuvent être tendues entre nous ou pas. Il peut y avoir des risques de conflit. Il peut y avoir, si on n'aime pas le conflit, des risques de trop facilement dire oui. Donc parfois de renoncer, parfois de se sacrifier, parfois de se victimiser. Tout ça, ben, aujourd'hui, c'est mesurable scientifiquement dans la relation. Et ces propriétés, comme elles sont méconnues, ben, on ne sait pas qu'on peut les définir. Et que quand 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces dimensions dysfonctionnent, ben, ce n'est pas une fatalité. On peut agir dessus. Ensuite, quand il y a des interactions dysfonctionnelles qui se créent, tu as bien compris que selon la formule que la relation est la perception de l'autre au carré avec une valence plus ou moins positive ou négative, elle n'est pas, comment dire, à valeur fixe, cette équation. C'est-à-dire que je suis sûr, même toi Arnaud, qui est probablement quelqu'un de très équilibré, si on demandait à 10 personnes de définir la personne que tu es, probablement qu'elles n'utiliseraient pas les mêmes 10 mots, les mêmes mots pour te parler de toi. Et puis certains diront, bah, je le trouve sympathique, d'autres diront, ah, bah, je le trouve, d'autres diront, ah, bah, il est très, vraiment, il est très respectueux, d'autres vont dire, bah oui, mais au fond, ça cache peut-être un manque de sincérité, n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aura 10 perceptions différentes, alors que toi, tu es convaincu d'être la même personne. Il y a un problème. Et il est où le problème? Ben, le problème, il est que la relation se définit, toxique, hein, se définit par un déséquilibre dans cette perception. Et que ça crée des interactions dysfonctionnelles, parce que si, imaginons, moi je ne te trouve pas sympathique, alors que toi, tu me trouves sympathique, ben, je vais peut-être abuser de certaines faiblesses que je vais percevoir vers toi pour prendre peut-être un peu de, tu sais, comment on appelle ça, d'influence, voire de manipulation. Et ça va devenir inconfortable. Ben ça, on peut aujourd'hui le comprendre et savoir l'évaluer. Et puis, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'estime de soi, elle est au cœur de tout ça. Pourquoi elle est donc au service du lien, l'estime de soi. Je vais vous raconter une rapide histoire du toboggan. C'est une maman ou un papa qui prend son enfant de 5 ans, qui est très content parce que le parc d'en bas, il était en travaux. Et puis là, les travaux sont terminés, elle emmène son enfant au parc. Et l'enfant arrive devant un toboggan. Et quand il arrive au pied du toboggan, il voit que c'est haut. Et il se tourne vers sa mère ou son père.
Et là, son parent, ah oui, c'est un anglo-saxon, puisque maintenant que je vis au Canada, je vois un peu cette culture anglo-saxonne. Et sa mère lui dit, Wow, I'm so proud of you, go on. Donc, je ne sais pas si mon anglais est compréhensible, mais elle l'encourage. Merci pour vos sourires que je vais considérer comme une donnée d'acquiescement. Mais donc, elle l'encourage. Donc, l'enfant monte, il arrive en haut, et puis là, il est un peu hésitant, et sa mère lui dit, Yes, go on, have fun. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse glisser, puis il arrive en bas, un peu ému, et il regarde sa mère, et sa mère lui dit, Amazing, wow, I'm so proud of you, go on, have fun. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il recommence. D'accord? Ça paraît simple. Et puis, il y a une autre maman qui arrive, même projet, ou un autre papa, même projet, faire plaisir à son enfant. L'enfant arrive près du toboggan, puisque l'autre enfant, il est parti jouer sur d'autres trucs. Et là, l'enfant regarde sa mère parce qu'il voit que c'est haut quand même. Et sa mère ou son père de lui dire, attention, t'as vu comme c'est haut, mon chéri. Hein, si tu tombes de là-haut, tu peux te faire mal. Et moi, j'ai pas envie d'aller aux urgences. Hein, tu sais comment c'est compliqué. Donc, fais bien attention. Je te fais confiance. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite interaction émotionnelle, vous l'avez compris. L'enfant peut-être se dit, si maman me dit ça, c'est qu'il faut que je fasse attention. Donc, s'il faut que je fasse attention, ça veut dire qu'il y a peut-être un danger. Et donc, il faut que je sois vraiment très, très, très vigilant. Donc, il a les mains moites, il commence à grimper, il a le pied un peu moins à l'aise, il dérape sur la deuxième marche, il n'arrive pas à se retenir parce que ses mains sont moites, il se cogne le menton et il pleure. Et sa mère de lui dire, ou son père, ah, Arnaud, qu'est-ce qu'elle va lui dire, sa mère ou son père? Julia, j'ai vu que vous aviez dit quelque chose, mais je ne vous ai pas entendu. Je ne sais pas si vous voulez. J'ai pas complètement entendu. Ouais, alors Je il y a t'avais pareil bien qui dit, dit. je t'avais Eh bien oui, dit. vous la connaissez, cette mère, vous I l'avez told peut-être you. déjà croisée. I've told you. Je te l'avais bien dit. Comment il faut que je fasse pour que tu comprennes? Donc, tu vas sortir de là et tu vas te mettre à côté du banc, il y a le banc de sable, mais mets pas de sable dans la bouche, je veux pas que tu t'étouffes. Évidemment, ça peut paraître caricatural ce que je raconte, mais imaginez l'impact sur l'estime de soi. L'enfant vient de vivre une expérience émotionnelle qui va conditionner en partie l'élaboration, la consolidation de son estime de soi. Et cette estime de soi se construit à l'aune de toutes nos interactions émotionnelles qui se passent dans la relation. Et donc, l'estime de soi est au service du lien. Si mon estime de soi est étayée, quand je suis plus grand, j'ai pas de difficulté à entrer en relation avec l'autre. Maintenant, si elle est un peu moins étayée, cette estime de soi, bien probablement que je vais être plus prudent. Si je suis sous l'angle de la peur, je vais être prudent. Si je suis sous l'angle de la colère, je vais dire, attends, lui, il va essayer de m'avoir. Si je suis sous l'angle de la tristesse, je vais dire, ben, je mérite pas, hein, je mérite pas l'attention de l'autre. Vous voyez comment tout ça, c'est très corrélé, en fond. Et tout ça, ben, ça s'appréhende aujourd'hui, mais ce sont des facteurs qui peuvent contribuer à l'altération de nos relations. Et là, c'est un petit schéma qu'il y a dans le livre qui explique que toutes nos expériences émotionnelles de peur ou de colère vont conditionner quand elles se passent bien. Elles vont nous permettre de ressentir de la joie. Quand l'enfant a peur de monter, mais qui descend et qu'il reçoit de la fierté, de l'amour de sa mère, ben finalement, sa peur se transforme en joie. Si l'autre ressent de la peur, il n'y est pas pour rien, mais s'il ressent de la peur et qu'à la fin on lui dit ben, t'es nul, mets-toi dans le bac à sable, vous imaginez l'impact sur l'estime de soi. Et donc, cette loi que j'ai appelée la loi de la hiérarchie émotionnelle, elle fonctionne depuis notre plus tendre enfance. Et elle conditionne notre capacité à entrer en relation avec les autres. Et puis, bien sûr, il y a la communication après. La communication est un vecteur de détérioration potentielle extrêmement fort. Vous savez que des mots créent des mots, MOT versus MAUX, et qu'il y a des modèles de communication qui existent. J'en présente un dans cet ouvrage qui s'appelle La communication émotionnelle consciente et qui donne quelques règles pour éviter que la relation, même si on est bienveillant parfois, on s'en rend pas compte, c'est magnifique, on croit dire quelque chose de gentil, et on est maladroit sans s'en rendre compte et on vient de ruiner personnel comme une critique et on s'en rend même pas compte. Donc il y a quelques clés pour éviter tout ça. Robert, Je... j'ai deux questions qui me semblent Oui, intéressantes à te avec plaisir. relayer sur le chat. Il y a Marie-Flore Ouais. qui, alors, je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'on est toujours un petit peu perdu sur de quoi on parle exactement et qui Marie-Flore qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver une. Alors, tu as peut-être un conseil à nous donner pour trouver
une liste des émotions. Derrière ces termes, état, sensation, émotion, il y a des Oui, travaux hein, oui. de recherche. Tu aurais quelques conseils à nous donner pour trouver des informations fiables? J'ai moi-même créé une roue des territoires émotionnels qui explicite ces territoires et qui permettent de nommer, de comprendre où se situe, par exemple, euh, la rancune, où se situe le mépris, où se situe le plaisir, où se situe le désir, l'envie, dans quel territoire émotionnel on les met. Évidemment, il y a quelques ouvrages, mais je pourrais peut-être te transférer cette roue des territoires émotionnels que tu pourras communiquer s'il y a des gens qui la souhaitent. Ah Hein. oui, c'est assez proche de la roue des émotions de Plutchik ou pas du tout? Bah, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion Ah oui, chez de nombreux, même chercheurs. Tu vois, il n'y a pas très longtemps à une conférence ici à Montréal et la personne qui est une spécialiste des émotions m'expliquait qu'il y avait 27 émotions et elle oui, mélangeait tout. Elle mélangeait tout. ah, oui, Euh, mais bon, après, qui a raison le sujet, c'est quand on clarifie et qu'on met des mots et que les mots nous semblent justes, ça nous paraît évident une fois qu'on l'a nommé. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est en quelque sorte un juge de paix. Évidemment, je peux l'expliquer, mais je t'enverrai cette documentation. bah, volontiers, puis je relayerai à nos Ouais, participants. Et il y a une avec question plaisir. aussi, moi, qui me semble très intéressante sur l'estime de soi. C'est vrai qu'on sent bien dans ton propos que c'est vraiment un sujet central, et d'ailleurs, c'est développé assez en profondeur dans ton livre. Là, j'ai une question d'Amélia qui nous sollicite sur ouais, un sujet d'actualité, l'estime de soi et le lien avec l'anxiété sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Mm. Comment tu analyses cette relation? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec nos émotions, il y a un facteur que j'appelle l'élasticité émotionnelle. Émotionnelle, c'est ce qui caractérise un peu ce que Boris Cyrulnik a expliqué en termes de résilience. C'est-à-dire la résilience n'est pas possible malheureusement pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous le produit d'une élasticité émotionnelle de grande amplitude. Quand cette élasticité est faible, l'élastique il casse très vite et on peut ne pas s'en remettre et il y a des drames qui apparaissent. Quand l'élasticité est très grande, ça nous donne cette capacité de résilience, c'est-à-dire de tomber très bas et de remonter très haut, à la condition de vivre des expériences émotionnelles favorables qui vont nous permettre de reconstituer euh, cette estime de soi. L'estime de soi, c'est comme une batterie. Euh, et donc, l'anxiété sociale, elle vient, elle vient à chaque fois tirer sur notre batterie. Donc, si on n'est pas en capacité dans sa vie d'éprouver des expériences émotionnelles satisfaisantes, notre batterie, elle va vite s'épuiser. Et là, il y a des symptômes de stress, de dysfonctionnement qui vont apparaître et qui vont se traduire par de l'irritabilité, par certaines somatisations, euh, par une angoisse qui va devenir palpable et qui va faire qu'on a du mal à dormir, qu'on se réveille tôt, qu'on a besoin de lire l'actualité pour se nourrir, qu'on a besoin d'être dans le contrôle parce que on considère qu'en étant dans le contrôle, on va éviter les mauvaises surprises. Mais au cœur de tout ça, il y a cette estime de soi. Chacun d'entre nous, nous avons une estime de soi qui est propre, qui a un niveau d'élasticité émotionnelle qui, lui, est propre. Et donc, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire, ben, chez tout le monde a la même capacité de résister à cette anxiété sociale, parce que ça dépend comment notre vie nous a permis d'étayer notre estime de soi. Mais ce qui est formidable avec l'estime de soi, c'est qu'elle se reconstitue très vite. Tu sais, c'est comme si tu avais un produit qui pourrait s'assécher, mais lorsque tu remets une goutte d'eau, il retrouve son élasticité. Et une goutte d'eau suffit. Mais parfois, il y a des gouttes d'eau toxiques qui font que la peau se rétracte. Donc, à nous de savoir aussi nous préserver de cette anxiété sociale et d'alterner les modalités d'information, les modalités d'activité dans notre vie pour éviter d'abîmer trop notre estime de soi. Parce que c'est jamais quelque chose qui est définitif dans l'absolu. Donc, Ah, très bien. ça se construit tous les jours encore, ça se préserve chaque jour.
Alors, On quelques aborde mots-clés, le sauf qu'il y a d'autres dernier. questions. Ouais, oui, Oui, on a quasiment terminé. Je vais parler de quelques mots-clés avant de voir quelles sont ok. concrètement des petites opérations qu'on peut faire dans notre quotidien. Mais ces mots-clés, c'est quoi? Il y en a trois. Convivialité, considération et management. La convivialité, parce que la convivialité, c'est être capable d'accueillir l'autre sans jugement de valeur. Et quand on fait ça, on est convivial. C'est une conséquence, la convivialité, de cette capacité d'accueillir l'autre sans jugement de valeur. Parce que ça donne du sourire. On se sent respecté. La considération qui inclut l'inclusion, mais parfois ça devient un gros mot en ce moment, l'inclusion, mais la considération, c'est partir du principe que l'autre a de l'intérêt, et pas parce que il représente un intérêt égoïste pour moi, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, on est tous mus par cet intérêt égoïste à coopérer avec l'autre, parce que, par exemple, si je suis un collaborateur et que j'ai un manager, j'ai plutôt intérêt à m'intéresser à mon manager. Mais au-delà de ça, c'est qui est l'autre que j'ai en face de moi. Peu importe son statut, sa couleur de peau, ses caractéristiques sociales. Donc, qu'est-ce que je suis capable d'accorder comme véritable attention à l'autre, considération, qui va le faire exister en tant qu'être humain? Alors évidemment, certains n'ont pas besoin de ça en entreprise. Moi, je vois des gens en entreprise, ils s'en fichent d'être considérés du moment que le travail est bien fait. Voilà, le reste, on s'en fiche. Je ne suis pas venu au travail pour me faire des amis. Mais pour d'autres, c'est extrêmement important de se sentir considéré, d'avoir un regard attentif, de se sentir encouragé, remercié, de demander comment ça va. Puis d'autres, non. Mais pour autant, c'est précieux, ces mots-là. Et puis, en matière de management, euh, j'insiste sur ce mot parce que le manager a un rôle central dans les organisations, parce qu'il est une tour d'observatoire, d'observation. Et qu'en tant que tour d'observation, il a cette capacité d'être une ressource pour ses collaborateurs et d'inviter chacun de ses collaborateurs à être une ressource pour les autres. Et ça crée un environnement qui est extrêmement euh, psychologiquement sécurisant. Et on en a tous besoin. Quand vous imaginez la période que l'on vit où il y a une certaine anxiété sociale, si on se retrouve dans un environnement où on ne se sent pas en sécurité, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur notre équilibre, sur nos équilibres de vie et notre santé mentale. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les petites pratiques à mettre en œuvre? Évidemment, de façon incarnée, sincère et durable. Parce que si je me dis, allez, faut que je dise bonjour à mes collaborateurs ce matin, bah, je vais le faire un jour, 2 jours, puis le troisième jour, je vais dire, c'est bon, je l'ai fait hier. Mais ça veut dire quoi, dire bonjour? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, évidemment, inciter les organisations à créer des moments de rencontre. Un moment de rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable, par exemple, d'organiser des petits déjeuners, mais pas en se disant ah bah c'est bien, les gens ils vont avoir des croissants et des raisins, ils vont pouvoir se restaurer. Et si on pose la question à un collaborateur, tiens, pourquoi tu vas au petit déjeuner? Ah ben parce que ça me fait faire des économies. On a probablement loupé notre mission sur l'intention associée à ce petit déjeuner. Ça peut être des after-work pour inciter les gens à découvrir l'autre qui se cache peut-être derrière la fonction et de se dire que bah, si j'ai besoin un jour de discuter avec quelqu'un, c'est plus facile si j'ai un problème professionnel d'aller voir quelqu'un que je connais que d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je sais qu'il y aura un peu de confiance qui se sera établie. Les déjeuners thématiques, parce que ça peut permettre de partager des connaissances, de partager des pratiques, de se rendre compte que l'autre peut être une ressource juste parce qu'il a des idées que j'ai pas. Et tout ça, ça contribue, y compris ce café de rencontre virtuelle, parce que dans l'ère de la mobilité comme aujourd'hui et suite aux conséquences de la pandémie, on a tous appris à exercer nos fonctions en télétravail à distance. Et il n'y a plus la machine à café où on parlait de choses innocentes, où on discutait du résultat de sport, de l'actualité. Et on peut recréer virtuellement ces moments. Tiens, on va parler de choses qui n'ont rien à voir avec nos enjeux professionnels stricts. Mais quelle est notre météo collective et qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, évidemment, tout ça, ce sont des petites choses. On peut créer du mentorat et du parrainage, c'est-à-dire considérer qu'il y a une personne bienveillante qui va savoir accueillir un nouveau collaborateur, que ce soit parce qu'on l'a recruté ou parce qu'il est en mobilité, et créer des conditions de confiance et d'accueil, de favoriser une culture du feedback,
ou de retours constructifs pour permettre à chacun de savoir où il en est dans son fonctionnement et voir s'il y a des choses qu'on peut faire évoluer favorablement sans que ce soit une remise en cause personnelle qui nous abîme. Et puis, il y a des projets collaboratifs inter-équipes, c'est-à-dire que si on travaille en silo, qu'est-ce que fait mon voisin et qu'est-ce que je fais moi et comment ensemble, quand on travaille, quel impact ça a pour notre client? Est-ce que je le sais? Parce que si demain, j'ai envie de faire quelque chose et que je ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur mon voisin, ben, je vais peut-être altérer la chaîne de création de valeur de l'entreprise et probablement altérer aussi la qualité de la relation parce que mon collègue, il se dira, mais attends, Robert, il fait les choses pour lui, il s'en fout, ses priorités, c'est pas les mêmes que les nôtres, hein. Moi, j'ai bien compris. Et donc, tout ça, ça a pour vocation de rafraîchir rafraîchir la relation dans le sens de lui donner du sens, de ne pas convoquer l'autre juste parce qu'il a une mission à remplir et qu'on attend de lui des résultats précis. Et puis, il y a des initiatives de soutien mutuel qui peuvent faire qu'on va créer un esprit de collaboration et faire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut se sentir en doute sans que ce soit l'expression d'une faiblesse ou d'une incapacité. Et si une entreprise réussit à faire tout ça, il est probable qu'elle améliore à la fois la santé mentale de ses équipes et à la fois la performance de ses équipes. Alors évidemment, je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'aimerais conclure juste avec un outil, évidemment, dont je suis le co-auteur, puisque ça a été le produit de plus de 20 années de recherche, mais il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, Arnaud, à ce stade? Alors, moi, il y a la question de Julia que je trouve intéressante aussi sur le fait que finalement, dans ce que tu évoques, il y a là peut-être presque un parcours d'apprentissage, finalement, pour chacun. Je l'entends par là peut-être pour tenter de reformuler le fait que c'est pas non, c'est pas forcément quelque chose d'inné et c'est pas forcément quelque chose pour lequel on a été voilà Préparé. voilà, c'est pas un processus tout à fait naturel. Donc, Julia évoque le fait voilà, qu'on a été conditionné d'abord pour répondre à nos propres devoirs, à des engagements qui sont parfois qu'elle qualifie de sacrificiels. Voilà, ça m'intéressait de t'entendre sur ce chemin de l'apprentissage autour des liens sociaux. Ouais. Oui, Il nous reste quelques minutes, hein. j'ai- je, je suis père de 6 enfants et j'ai une conscience aiguë que ça commence très tôt, ce travail. 4, Julia. Donc, on a un devoir de transmission en tant que parent, mais aussi on a un devoir de conscience. Ce devoir de Oui, conscience, c'est d'être capable de ressentir ce que nos émotions nous font traverser pour ne pas l'imposer à nos enfants comme étant la réalité absolue. C'est pour ça que j'ai écrit parmi mes livres un ouvrage qui s'appelle Comprendre les émotions de nos enfants, qui est destiné aux parents pour les aider à éviter quelques maladresses qui vont égratigner l'estime de soi de l'enfant. Vous imaginez tout ce que, à travers rien que l'exemple du toboggan, euh, comment il peut y en avoir pléthore d'autres exemples à ce titre. C'est pour ça que j'ai enseigné aussi pendant plus de 20 ans en école de commerce. Alors certes, je m'adressais à des exécutifs MBA, mais parce que c'était pour moi extrêmement important que ces futurs leaders soient en capacité d'être une ressource pour leurs collaborateurs et d'avoir conscience des dégâts potentiels qu'ils pouvaient faire s'ils n'avaient pas conscience du poids des émotions dans la relation professionnelle. Mais ça commence très tôt. Donc, je serais tenté de dire qu'il faudrait presque créer une école des émotions, une école de la vie, pour nous permettre de comprendre que l'émotion, c'est pas une fatalité, qu'elle n'est pas l'ennemi de notre raison, mais qu'on peut en faire un partenaire extrêmement fort. Alors, certains parlent d'intelligence émotionnelle, mais pour moi, c'est déjà trop tard quand on parle d'intelligence émotionnelle, parce que nos filtres émotionnels, ils interviennent avant même que la raison opère. Et donc, il y a déjà un filtre émotionnel, un biais émotionnel avant même les biais cognitifs. Et c'est là qu'il faut agir, à mon sens. Et c'est pour ça que si un jour j'ai les moyens de créer une école de l'émotion, je t'avoue que ça fait partie de mes rêves auxquels je pourrais souscrire, si ça se trouve, un jour avec mes associés. Mais j'avais envie peut-être aussi de vous donner une indication, c'est qu'aujourd'hui, justement, à travers tous ces travaux et cette réflexion, on a créé un outil technologique qui est au service du lien. C'est ce qu'on a créé avec Work Well Together. Je vais juste vous en dire 2 mots parce que pour moi, l'important, c'est juste de vous dire que ça existe. Parce qu'on est capable, au fond, grâce à cet outil, et un questionnaire projectif de 18 questions qui se passe en 15 minutes simplement, et
on récolte de la data émotionnelle qui est instantanément utilisée, non pas pour diagnostiquer la personne, mais pour comprendre, évaluer scientifiquement et transformer la qualité des relations de travail en un levier stratégique de croissance et de bien-être pour l'entreprise, parce qu'on peut agir aussi bien sur des enjeux de recrutement, quand on recrute un collaborateur, comment il va s'intégrer dans l'équipe, parce que je peux faire un test de personnalité, mais la test de personnalité va me dire, ben voilà, il est rouge, il est jaune, ou il est ENSTJ, ou je ne sais quoi. Mais alors, c'est une photographie, ça ne me dit pas comment il va évoluer réellement dans l'équipe, quelle est la chimie relationnelle qu'il va développer, parce que c'est elle qui va conditionner la faculté de ce talent à développer tout son potentiel. Donc, on est capable de comprendre comment fonctionne une équipe, comment la personne va s'intégrer dans cette équipe et quelles sont les altérations possibles, non pas pour ne pas prendre la personne, mais pour avoir des solutions qui vont permettre d'éviter de rompre le lien. Ben, ça nous fait gagner énormément de temps. C'est comme si je vous disais, mais vous n'auriez pas envie de savoir instantanément comment vous allez fonctionner plutôt que d'attendre 6 mois ou 1 an de voir que la relation se détériore et de le savoir tout de suite pour éviter que ça se passe. C'est ça, en fait, la solution. Et c'est pour ça qu'on utilise Work Together. Ça permet, bien sûr, d'améliorer la performance collective, que ce soit en cohésion d'équipe ou en construction d'équipe projet. Et puis, ça préserve le bien-être et la santé mentale des collaborateurs au quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus désastreux que d'avoir des relations qui impactent notre équilibre personnel et qui fait que quand on rentre chez soi, on n'a plus envie d'être patient à l'égard de nos enfants, qu'on ne sait plus gérer la relation de couple. Si en plus on traverse des crises personnelles, vous imaginez le drame que ça peut être. Voilà, nous, notre mission, c'est de dire tout ça, c'est évitable. Vraiment, on peut faire quelque chose. Merci beaucoup, Robert, pour ton propos. J'avais peut-être une dernière petite question, parce que du coup, c'est Mais je souvent t'en une prie. question qu'on me pose et qui est très en lien avec la démarche que tu évoques là en dernier lieu concernant le numérique. C'est vrai on me dit souvent, voilà, le numérique, obstacle aux liens sociaux. Comment tu réagis, alors que toi, tu utilises beaucoup et on Oui, l'utilise ce oui, soir, mais comment tu vois les choses? bien sûr. Déjà, le numérique, c'est pas un rempart pour cacher sa personnalité ou son identité. Et c'est un des méfaits de certains réseaux, c'est qu'on se cache derrière et puis on est en réaction et on confond expression d'une opinion avec l'expression d'une émotion. Et du coup, les extrêmes explosent parce que c'est très facile de surréagir instantanément sur les réseaux. Donc, ça a un potentiel d'impact sur les relations. C'est terrible. Il suffit de regarder parfois les commentaires sur des posts ou que ce soit même dans la presse, et on voit des choses terribles qui sont dites, et les gens se cachent derrière l'anonymat pour oser dire. Donc, ça c'est très nuisible. Mais c'est comme un couteau, on peut décider avec un couteau de blesser quelqu'un, comme on peut décider de ciseler des ingrédients pour contribuer à faire un plat qui sera délicieux. Donc c'est comment on utilise le numérique. Et ce qui est précieux, euh, c'est de se dire que le numérique, c'est aussi un lien. Et que ce lien, euh, il doit être générateur de liens. S'il ne peut pas générer du lien, à quoi sert-il? Euh, et, et c'est pour ça que quand euh, on a créé avec mes associés Work Well Together, la question qu'on s'est posée, c'est on pourrait nous reprocher un outil numérique pour parler de la relation. Mais parce que quand on parle de la relation, on permet à la relation d'exister. Et donc, ça permet aux gens d'éprouver ce qui se passe dans la relation. Donc, ça remet la relation au cœur des enjeux humains de l'entreprise et des enjeux organisationnels. Donc, si on arrive à faire ça, et c'est notre condition, à ce moment-là, moi, je suis en accord avec ce principe que le numérique est une mise en relation et qu'à ce titre, elle doit nous aider à être une ressource. C'est comme ça, je pense qu'il faut construire sa représentation du numérique. En faire une ressource pour la relation, pour la préserver plutôt que pour l'abîmer. Mais vous voyez bien que comme n'importe quel outil, parfois certains d'entre nous ne savent pas l'utiliser comme ça. Mais bon,